Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Dans cette édition, nous parlerons santé. Le papillomavirus, d'après l'OMS, est responsable de plusieurs cancers, à l'instar de celui du col de l'utérus. Cette révélation a amené notre rédaction à faire le point sur la situation au Togo. Vous le verrez, les évolutions qu'enregistre le secteur du tourisme togolais feront également objet de développement dans ce journal. Nous parlerons principalement des nouvelles initiatives entreprises, du nombre de visiteurs, mais également de la contribution économique du dit secteur. En RDC, les campagnes présidentielles battent leur plan, chaque candidat de son côté. Nous nous intéresserons ce soir à celle du président sortant Félix Tshisekedi qui est en pleine mobilisation. Et enfin, l'information ne cesse d'évoluer en ce qui concerne l'attaque du Hamas sur l'Israël. Les bilans font déjà état de 600 morts du côté de l'Israël et de 377 à Gaza. On y revient, restez avec nous. Bienvenue dans ce journal. Le papillomavirus humain, selon l'OMS, est responsable de cancers comme celui du col de l'utérus avec les génotypes HPV 16 et 18, représentant la majorité des cas au risque. Le point sur la situation au Togo avec Harold Mensaeto. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le papillomavirus humain HPV est un virus qui infecte les cellules de la peau ou des muqueuses. Au moins 13 des plus de 100 génotypes de HPV connus peuvent causer le cancer du col de l'utérus et sont associés à d'autres cancers. Les deux génotypes à haut risque les plus courants, HPV 16 et HPV 18, causent environ 70% de tous les cancers du col de l'utérus dans le monde. Le papillomavirus humain représente 8,7% des cancers chez l'homme en général et le papillomavirus humain représente 15,9% des cancers gynécologiques. Au Togo, ce cancer est le deuxième plus meurtrier chez les femmes, après celui du sein. Pour y faire face, un travail de dépistage et un effort de prévention est nécessaire au sein de la population afin que l'infection puisse être traitée. En matière de prévention et de dépistage de ce cancer, de ce virus, d'abord nous allons commencer par vous dire que ce sont les lésions précancéreuses qui sont traitées. Parce qu'habituellement, le cancer même, le traitement est difficile à faire. En matière de dépistage du papillomavirus humain au Togo, nous avons plusieurs moyens. D'abord, en fonction de l'âge, nous avons souvent ce que nous appelons le frottis cervico-vaginal, où il faut aller faire un petit prélèvement au niveau de l'utérus et voir si on peut trouver des cellules qui sont dangereuses pour la santé de cette femme ou bien de cette patiente. En dehors des frottis, on peut faire certaines colorations du col que nous appelons les IVL et IVA, des tests au Lugol et des tests à l'acide acétique. Aujourd'hui, il est crucial pour le Togo de poursuivre les actions en faveur de la lutte contre le papillomavirus et donc par la même occasion contre les cancers qui en découlent. La police nationale a encore mis fin aux activités de 15 malfrats, tous liés à de différents réseaux criminels opérant dans le pays. Il s'agit des individus spécialisés dans les cambriolages de voitures, des voleurs à étalage et des cybercriminels. Bernard Canvi. Encore une fois, plusieurs malfrats sont appréhendés par la police nationale. Il s'agit de plusieurs réseaux de 15 individus. En effet, fidèle à sa lutte contre le grand banditisme, la police a mené une opération à succès qui a conduit à l'arrestation d'un premier individu spécialisé dans le cambriolage des voitures en stationnement dans la ville de Lomé. Son mode opératoire consiste à briser les vitres des voitures et s'emparer des objets de valeur. Le second individu arrêté par la police est un voleur à l'étalage qui dérobe des tissus dans les boutiques. Selon la police nationale, pour parvenir à ses fins, il entre dans une boutique, prétend vouloir acheter une grande quantité de pagnes et pendant que les vendeurs sont affairés à lui proposer des pièces à acheter, il profite de leur inattention pour soustraire des pagnes de valeur qu'il dissimule dans son sac.
Le dernier groupe interpellé est constitué de 13 personnes, tous de nationalité nigériane. Ils créent des comptes sur des réseaux sociaux avec de faux profils et pour but de tisser de fausses relations amoureuses pour ensuite se faire remettre de fortes sommes d'argent. Ce grand coup de la police nationale explique davantage que cette dernière poursuit ses efforts pour assurer la sécurité des Togolais. Tous ces présumés malfrats seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Nous parlons sécurité routière cette fois-ci. Vous le savez, le port de casque est devenu obligatoire pour toute personne, conducteur ou passager sur un engin à 2 roues. Cependant, les pénalités encourues par les contrevenants restent un sujet controversé. Nous avons été sur le terrain et voici le compte rendu de Jeannette Toyi et de Cyril Lawson. Depuis quelques semaines, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a rendu obligatoire le port du casque, non seulement pour les conducteurs d'engins à 2 roues, mais également pour les passagers. Des dispositions ont été prises pour le respect de cette nouvelle mesure. Au début des contrôles, j'ai été arrêté par les agents de sécurité. Mon passager n'avait pas de casque. On a dû passer au moins 2 heures en attente, mais ils nous ont relâchés par la suite. Je n'ai encore jamais été interpellé, mais plusieurs de mes collègues l'ont été. Dès qu'on saisit la moto, on laisse le passager quitter après 2 heures de temps. Le conducteur est libéré à 16 heures. J'ai été déjà arrêté pour défaut de port de casque. Je l'avais, mais mes 4 enfants non. On nous a relâchés des heures après quand même. Cependant, suite à une descente effectuée sur le terrain, les contrevenants à cette nouvelle mesure, censée renforcer la sécurité des usagers de la route, seraient soumis à des amendes. Maintenant, les choses ont changé apparemment. Dès qu'on te prend maintenant, tu paies une somme de 10 000 francs pour retirer ta moto. C'est surtout la nuit que le contrôle se renforce maintenant. Dès qu'on t'interpelle, tu es amendé. L'un de mes amis a dû payer 5 000 francs après avoir négocié à la brigade. Oui, on m'a interpellé. Mon passager avait dû enlever son casque pour recevoir un appel et j'ai été contraint de verser une somme. Ces informations liées aux amendes n'ont ni été confirmées ni infirmées par un agent de sécurité qui nous a référé à sa hiérarchie. Par ailleurs, selon les conducteurs de taxi-moto, tous les passagers devraient disposer de leur casque. Tout le monde devrait avoir son casque, pas utiliser celui des conducteurs de taxi-moto. L'idéal, c'est que chaque passager puisse porter son propre casque. Notons que le port du casque est un geste simple, mais qui peut sauver des vies et prévenir de graves blessures à la tête. Il ne faut jamais sous-estimer son importance pour notre sécurité. Nous vous le disons dans les titres, le tourisme au Togo est en plein essor avec une croissance notable du nombre de visiteurs et une contribution économique accrue soutenue par des initiatives de développement et des attraits culturels. On voit cela dans ce reportage d'Harold Mensato. Le secteur du tourisme au Togo est en pleine expansion, jouant un rôle essentiel dans l'économie du pays. Lors de la Journée internationale du tourisme, le ministre de la Culture et du Tourisme a souligné les progrès notables du pays, affirmant que le Togo devient une destination incontournable dans la sous-région. Les chiffres des 2 dernières années témoignent de cette évolution positive. En 2022, le pays a accueilli plus d'1 million de touristes contre 983 969 en 2021 et 481 706 en 2020. Sur le plan économique, le Togo a enregistré une croissance de 34%. Passant de 19 milliards de francs CFA en 2020 à 25 milliards de francs CFA en 2021. Plusieurs facteurs expliquent ce changement encourageant, notamment la création de conditions propices à la collaboration des acteurs de l'industrie touristique nationale, la richesse des sites culturels et touristiques du pays, tels que le site culturel de Koutamakou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. En février 2023, ce site a bénéficié d'un projet de revalorisation soutenu financièrement à hauteur d'environ 3 milliards de francs CFA. Ce projet, tout comme l'expansion de l'aéroport international de Lomé, vise à faire du tourisme un secteur clé pour le développement du Togo.
Et nous parlons environnement. Plusieurs facteurs expliquent le dérèglement climatique observé surtout dans les pays africains, dont le Togo. La pollution n'est pas exclue de cette liste. Elle demeure présente, surtout à Lomé, la capitale. Le constat de Jessica Allo et d'Aaron Mensan-Ato. La pollution de l'air reste un fléau invisible qui décime la population togolaise, surtout les habitants de la ville de Lomé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la capitale togolaise fait partie des villes africaines les plus polluées depuis quelques années. Ses habitants sont exposés à un niveau de pollution de 4 à 5 fois supérieur à la norme, qui est de 10 microgrammes par mètre cube d'air. Les causes de cette pollution sont multiples. Les émissions des engins, le brûlage incontrôlé des déchets et de combustibles, les activités de la zone franche industrielle figurent en tête de liste. Aussi, des études ont révélé que l'harmattan a augmenté la concentration de la pollution jusqu'à 58% au cours de ces dernières années. Conséquence, la population fait face à une prolifération des maladies pouvant déboucher sur des décès. En vue de réguler la situation, une série de mesures préventives ont été prises. Pour réduire les émissions de gaz d'échappement et de poussière, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables par le port autonome de Lomé. Ce dernier a également annoncé allouer un montant de 60 millions de francs CFA pour financer des activités contenues dans son plan d'action environnementale. En rajout à tout ceci, un système de gestion qui permet la collecte, le tri et l'élimination des déchets générés par les activités portuaires de manière responsable et respectueuse de l'environnement est également promu, sans oublier la restauration de couverts végétales à travers le reboisement. Place à l'actualité internationale. Du côté de la RDC, une attention particulière est accordée aux campagnes électorales. Chaque candidat de son côté. Le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qui va devoir faire le bras de fer avec des figures comme le docteur Denis Mukwege, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. De son côté, met les paquets nécessaires. On regarde. À 2 mois du scrutin présidentiel du 20 décembre, la campagne électorale bat son plein. Comme ici à Kinshasa, lors d'un meeting des partisans de Félix Tshisekedi. Au pouvoir depuis janvier 2019, le président sortant est candidat à un nouveau mandat de 5 ans. Le second mandat sera consacré à de grandes réformes républicaines. C'est pourquoi nous tenons à tout prix à lui doter d'une majorité confortable. Il a déjà fait un mandat. Si le peuple estime que l'équipe qui gagne devait être reconduite, où est le problème? Ici, il s'agit du choix du peuple. Il ne s'agit pas de l'histoire ni de la théorie. La commission électorale a déjà enregistré une vingtaine de candidatures. Félix Tshisekedi aura face à lui notamment le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ainsi que plusieurs membres de l'opposition comme Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi. Le scrutin présidentiel sera couplé à des élections législatives, provinciales et municipales. Nous partons en off en Égypte pour le compte de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2023 et dont la date vient de connaître un report passant du 10 au 12 décembre prochain. Le président Abdel Fattah al-Sisi est en pleine campagne à la quête d'un 3e mandat. Parlant de bilan, il se réjouit du fait d'avoir pu lutter contre le terrorisme dans le pays. On rappelle tout de même qu'il y a de cela quelques années que l'Égypte, sous la gouvernance du président Abdel Fattah al-Sisi, connaît une crise économique qui ne dit pas son nom. L'inflation dans le pays est estimée à 40%. Pour ce qui est de la reconstitution du Maroc après le puissant séisme qui a eu lieu, plusieurs habitants sont pour des constructions traditionnelles, ce qu'ils préfèrent d'ailleurs aux constructions en béton car étant très souvent, selon eux, mal faites. Chose que le roi Mohamed VI ne rejette pas lorsqu'il appelle les constructeurs à la prise en considération des avis de la population, du respect du patrimoine et de la tradition, entre autres. Mais au même moment, que proposent les chercheurs et spécialistes en architecture? On découvre les éléments de réponse et d'autres détails dans ce reportage. Un mois après le séisme qui a fait environ 3000 morts et causé d'importants dégâts matériels au Maroc, dans les zones sinistrées, l'heure est à la reconstruction. Avant le drame, Mohamed habitait dans ce petit village montagneux qui a complètement été rasé. Comme de nombreux rescapés, il a tout perdu et est désormais sans abri. Mais il va bientôt être relogé par les autorités marocaines.
Il est préférable que le gouvernement nous reloge ici, dans notre village, car nous avons entendu dire qu'ils allaient nous déplacer un peu plus loin. Nous avons nos terres et notre activité agricole que nous ne pouvons pas arrêter. Nous sommes attachés à notre culture. Mobilisés, les architectes marocains recherchent des idées pour reconstruire tout en respectant les habitats traditionnels de ces régions touchées. On a grossièrement deux cas de figure. On a des gros bourgs avec plutôt du béton, plutôt des architectures, on va dire, assez récentes, qui ont été faites pas tout à fait dans les normes, mais qui avaient l'apparence de la solidité et de la modernité. Ça, c'est pratiquement partout par terre. Et c'est une catastrophe. Et puis, on a des architectures dites non conventionnelles, dites vernaculaires, dites traditionnelles, qui ont tenu le choc. Alors, je ne dis pas qu'elles sont intactes. Le gouvernement marocain a annoncé qu'un budget de 120 milliards de dirhams, environ 11 milliards d'euros, servira à aider plus de 4 millions de personnes sur une durée de 5 ans. Le roi Mohamed VI a de son côté insisté sur l'importance de respecter le patrimoine et les traditions de chaque région lors de la reconstruction. On revient sur l'attaque surprise du Hamas en Israël ce samedi. Aux dernières nouvelles, les bilans font état de plus de 600 et 370 morts respectivement en Israël et à Gaza, avec plus de 100 Israéliens retenus en otage par les hommes du Hamas. Retrouvez là quelques images du drame. Nouvelle nuit d'affrontement entre Israël et Gaza. Les tirs de roquettes et les explosions transpercent l'obscurité. En début de soirée, les immeubles de la Tour Palestine, un des plus grands complexes d'habitation de l'enclave, n'ont pas résisté aux frappes. Ils étaient soupçonnés d'accueillir des équipements militaires du Hamas. Côté israélien, à Tel Aviv, les dégâts sont considérables. Plusieurs tirs palestiniens n'ont pas été interceptés à temps par la défense antiaérienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'anéantir toutes les cachettes du mouvement islamiste. L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. Les deux camps combattent sur 22 endroits. Certains membres des forces armées du Hamas ont réussi à s'infiltrer en territoire israélien. D'autres savourent leur victoire dans la ville de Gaza à bord des véhicules militaires ennemis saisis lors de leur offensive. Plusieurs militaires et civils israéliens ont été pris en otage. Près de 160 personnes retenues dans les tunnels dans toute l'enclave, selon le mouvement islamiste. Le chef du Hamas affirme que son groupe est sur le point de remporter une grande victoire. Trop, c'est trop. Le cycle des intifadas pour la libération de notre terre palestinienne et de nos prisonniers qui croupissent dans les prisons de l'occupation israélienne doit s'achever. Nous allons faire une nette conquête sur le front de Gaza. Plusieurs centaines de morts ont été signalés de part et d'autre. L'armée israélienne a également déployé des réservistes à la frontière libanaise où des membres du Hezbollah ont été aperçus. Et nous précisons qu'il est fort probable que ces chiffres grimpent dans les heures à venir. Nous restons toujours en Israël et pendant que les pays occidentaux condamnent l'attaque du Hamas vis-à-vis de l'Israël, ceux du Moyen-Orient soutiennent ce dernier. On fait un retour sur les images à Sanaa au Yémen, à Beyrouth et en Iran où l'on peut voir les populations soutenir le Hamas. Scène de liesse dans une grande partie des pays du Moyen-Orient, en contraste frappant avec la condamnation occidentale. Comme ici lors de ce rassemblement pro-palestinien à Istanbul, alors qu'officiellement, la Turquie ne condamne pas le Hamas, choisissant une position neutre. Une réaction qui trouve son écho à Sanaa au Yémen, où des partisans houthis arborant des drapeaux palestiniens ont célébré les attaques visant Israël, baptisées par le Hamas « Tempête de l'Al-Aqsa ». À Beyrouth, les drapeaux palestiniens étaient aux mains des partisans du Hezbollah qui ont déclaré le 7 octobre, jour de victoire contre Israël. Même scénario en Iran, qui a ouvertement soutenu le Hamas. Un conseiller du guide suprême a déclaré « Nous sommes aux côtés des dirigeants palestiniens jusqu'à ce que la Palestine et Jérusalem soient totalement libérées ».
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.